Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation un peu particulière sur la physique du procédé de fabrication additive WAM. Ce procédé est un peu particulier puisque l'apport d'énergie est réalisé par un arc électrique et l'apport de matière se fait sous forme de fil. Cette présentation a été préparée en collaboration avec Muriel Carin de l'IRDL et moi-même je suis Cyril Bordreuil et je travaille au LMGC. Donc avant de commencer, je voulais signaler qu'un bon nombre de résultats ont été obtenus en collaboration avec des doctorants ou dans des projets collaboratifs, et en particulier dans un projet ANR Macadam, piloté et coordonné par Frédéric Deschaubaum du LMGC, qui porte sur la caractérisation métallurgique et mécanique des pièces obtenues en WAM. Il y a un engouement de plus en plus important pour le procédé WAM en ce moment. Au LMGC, ça fait une dizaine d'années qu'on a commencé à travailler sur ce procédé qui dérive du procédé de soudage. Donc l'idée de la présentation est de discuter certains aspects physiques induits au cours du procédé. Pour cela, je commencerai par présenter la technologie du procédé WAM, pour ensuite discuter les aspects de transfert de masse et d'énergie, et on conclura par l'étude de l'intégrité microstructurale et mécanique des pièces fabriquées avec ce procédé. Alors, le procédé WAM est basé sur le procédé de soudage. On pourra donc fabriquer de manière additive tout matériau qui se soude. Et dans la présentation, je m'appuierai principalement sur les études en 316L et en alliage d'aluminium. En guise d'introduction, on va étudier les différentes technologies qui sont utilisées ou qui peuvent être utilisées lors de la fabrication additive par procédé WAM. Mais avant de décrire certains aspects technologiques, on va observer deux réalisations remarquables, celle-ci et celle-là. La première a été réalisée lors d'une collaboration entre Naval Group et Centrale Nantes pour la réalisation d'une pale d'une hélice, d'une pale creuse d'une hélice. La pièce fait à peu près 60 cm de large et le cordon obtenu par procédé MIG-MAG ici dépasse largement les 10 mm. La deuxième pièce a été réalisée à l'université de Cranfield qui a beaucoup œuvré pour le développement du procédé WAM. La pièce est en titane et a été réalisée avec un procédé plasma qui est un dérivé du procédé TIG. Le principe général de fabrication additive en WAM est similaire au concept du dépôt de fil FDM, procédé dans lequel on vient déposer les cordons les uns sur les autres et les uns à côté des autres. Les grandeurs caractéristiques pour assurer la construction de la pièce sont la distance P entre cordons dans le plan de construction, le rayon de dépôt et la hauteur de couche. On verra sur certains résultats que la dynamique du bain et les propriétés des métaux liquides induisent des fluctuations dans ces caractéristiques géométriques qu'il faut maîtriser pour assurer la bonne construction de la pièce. On remarque d'ores et déjà la surface extérieure marquée par des ondulations correspondant aux dépôts successifs du métal liquide. Regardons maintenant quelques installations permettant de réaliser des pièces de grande taille en WAM. Les dispositifs sont constitués d'un générateur de soudage à ces endroits-là, qui peuvent être TIG, plasma ou MIG-MAG, qui contrôlent les signaux électriques qui permettent d'assurer la fusion des matériaux. Les installations sont également constituées d'un système pour déplacer la torche de soudage. Ici, vous avez une machine 3 axes, et ici, vous avez un robot anthropomorphe posé sur un guidage linéaire en face d'un vireur 2 axes. L'avantage de la figure de gauche, on n'a que 3 axes. Par contre, on peut faire coexister le dépôt avec une broche d'usinage pour avoir dans la même phase la phase de dépôt et la phase d'usinage des surfaces fonctionnelles. La seconde solution permet d'avoir beaucoup plus de degrés de liberté et pouvoir ainsi réaliser des géométries de forme complexe.
Le procédé WAM suit les développements classiques de la chaîne numérique de la fabrication assistée par ordinateur. À partir d'une géométrie définie au niveau informatique, on peut préparer les trajectoires. Différentes stratégies sont possibles, mais on peut tout à fait, sur certaines géométries, utiliser un trancheur pour ensuite passer à la réalisation de la pièce. C'est la chaîne numérique classique que l'on retrouve dans les outils commerciaux, qui fonctionne sur un grand nombre de géométries, mais parfois la physique du dépôt et ses fluctuations imposent qu'un contrôle soit effectué. C'est le cas dans cette géométrie un peu particulière où on vient fabriquer de manière additive des structures filaires et où à chaque dépôt, on vient prendre une photo et s'assurer que le dépôt est à la hauteur escomptée. Si on compare le procédé WAM avec d'autres procédés de fabrication additive, on remarque que le WAM en verre a de nombreux avantages. Parmi d'autres, on retiendra son coût relativement modeste, si l'on utilise des matériaux qui ne nécessitent pas d'enceinte d'inertage, et on retiendra sa capacité à fabriquer des pièces de grande taille avec des vitesses de construction importantes. Le taux de dépôt peut atteindre le kilo par heure. Tous ces avantages font qu'il y a un véritable engouement pour ce procédé et de nombreuses plateformes ont fleuri sur notre territoire dans les 5 dernières années. Néanmoins, le WAM est basé sur un procédé de soudage qui implique de nombreuses problématiques scientifiques qui sont rencontrées dans d'autres procédés, mais avec des échelles et des temps caractéristiques bien souvent différents. Ici, quelques exemples de problématiques. Tout d'abord, liées à la stabilité et à l'instabilité du bain liquide, qui a tendance à créer des discontinuités au niveau des cordons. Deuxième problématique, au niveau de l'intégrité microstructurale du matériau. En fonction des paramètres procédés pilotant le comportement du bain et du matériau, du gaz peut être piégé dans le bain et créer des porosités. Dernière thématique, le procédé de soudage induit de forts gradients thermiques qui va induire de la thermoplasticité, créant ainsi des contraintes résiduelles et des fortes distorsions après fabrication. À travers la présentation des technologies, on sent qu'une grande partie des problématiques proviennent du dépôt de l'énergie apportée au cours de la fabrication. C'est ce que l'on va regarder maintenant dans les 3 prochaines sections. Donc, suivant le secteur d'activité et ou le matériau, 2 procédés sont utilisés. Le premier à gauche, le procédé TIG, pour tungstène inerte gaz. L'apport d'énergie dans ce procédé est réalisé en créant un arc électrique en un gaz inerte, argon ou hélium, qui se ionise. L'arc se crée entre une électrode non fusible en tungstène et le matériau. La matière est apportée sous forme de fil dans l'arc. Suivant l'application, le fil n'est pas forcément positionné comme sur la figure ou la vidéo, il peut venir également sur le côté. Pour ce type de procédé, le générateur de soudage pilote l'intensité et la tension dépend de la distance entre la pièce et l'électrode. Sur la partie droite, vous avez le second type de procédé qui est un procédé MIG-MAG. La différence entre MIG et MAG provient du gaz de protection s'il est inerte ou actif, c'est-à-dire avec la présence de gaz actifs type dioxygène, c'est-à-dire oxygène ou CO2. Pour ce procédé, le fil est amené de manière coaxiale, ce qui peut faciliter certaines opérations de dépose, et le fil sert également d'électrode pour la création de l'arc. Le fil fond au fur et à mesure du dévidage, et la matière vient alimenter le bain liquide. Contrairement au TIG, il y a un couplage entre l'apport d'énergie et l'apport de matière pour le procédé MIG-MAG. Pour ces 2 procédés, les paramètres de premier ordre sont l'intensité, la tension, la vitesse de fil et la vitesse de soudage, et le gaz de protection joue un rôle important. Si on décline les observations qu'on a vues sur les vidéos en termes de physique, la première chose à observer est que l'on a des domaines avec plusieurs phases, phase liquide, phase gazeuse et phase solide. Au niveau des physiques, on doit prendre en compte l'électromagnétisme dans le plasma d'arc, qui lui est piloté par l'intensité et la tension.
On doit prendre également la conservation de la masse, dont le paramètre procédé est la vitesse et le diamètre du fil. Pour prendre en compte les transferts d'énergie, on doit intégrer la conservation de l'énergie qui correspond aux différents échanges entre les domaines, c'est-à-dire le fil, le plasma, le bain et la pièce fabriquée. Et pour terminer, on doit prendre en compte la quantité de mouvement dans les parties fluides. Les vidéos précédentes ont révélé que les parties de métal liquide sont très agitées. Cela signifie que les surfaces définissant les phases subissent de grands déplacements. Évidemment, l'ensemble de ces physiques interagissent entre elles et la compréhension fine des phénomènes passe par l'expérimentation et la simulation qui sont complémentaires, voire additives, pour comprendre les phénomènes aussi complexes. L'image représente une simulation réalisée à l'IRDL où l'ensemble des physiques sont couplées pour un procédé CMT. On y reviendra par la suite. Après avoir discuté globalement du transfert de masse et d'énergie, on va s'intéresser à ces physiques au cours de la phase de transfert en Mi'kmaq, c'est-à-dire lorsque le matériau solide est fondu, puis transféré au niveau du bain liquide. Le transfert de matière est piloté par la vitesse fil et par la tension et l'intensité qui sont générés par le générateur de soudage. Ces signaux évoluent bien souvent de manière répétée, on parle alors de cycles, et les fréquences peuvent atteindre 50 voire 100 Hz. Comme on l'a déjà discuté, la vitesse fil quantifie moduler quelques projections la quantité de matière déposée, alors que les signaux électriques caractérisent les niveaux énergétiques dans le plasma qui seront ensuite transmis au fil et au bain. Toute l'énergie électrique n'est pas directement retrouvée en énergie calorifique. On définit en général un rendement entre l'énergie électrique et les énergies transmises dans les phases liquides. Il y a de nombreuses formes de signaux pour contrôler le transfert, créant des régimes de transfert. Mais on va s'intéresser particulièrement à deux modes qui permettent un dépôt mieux contrôlé. Tout d'abord, le régime pulsé, c'est la vidéo du milieu, qu'on retrouve sur tout poste de soudage, et le régime à court-circuit contrôlé type CMT, développé par la société Fronius, qui permet de limiter les apports d'énergie et les gradients dans les pièces. En mode pulsé, la vitesse de dévidage, donc en gris, sur l'encadré en bleu, la vitesse donc de dévidage est constante, et il y a des pics d'intensité, donc sur l'encadré en rouge, en gris toujours, qui créent des fusions de fils, puis l'accélération des parties liquides jusqu'au détachement. On le voit très clairement sur la vidéo. Pour le CMT, la vitesse fil est alternée, indiquant un mouvement de va-et-vient, et au niveau des signaux électriques, on remarque que la tension reste à zéro pendant un certain temps, qui est un temps de court-circuit. À ce moment-là, le fil est dans le bain liquide, et on voit sur la vidéo que le fil ensuite remonte jusqu'au détachement du fil du bain liquide. Pour le CMT, l'évolution des signaux et la vitesse fil est complexe, et le générateur offre de nombreux réglages correspondant aux différents chiffres qui sont sur les courbes. On notera en particulier le e-boost, qui est l'intensité pilotée juste après le court-circuit. Plus elle est importante, plus l'énergie et donc la fusion sera importante. On s'intéresse maintenant aux physiques qui pilotent le transfert pour ces deux régimes. Sur la partie gauche, nous avons le régime pulsé, et sur la partie droite, nous avons le régime CMT. Sur la partie gauche, vous avez une simulation réalisée à l'IRDL. Lors du pic de courant, on a fusion de l'extrémité du fil sous effet Joule, puis une accélération due aux forces de Lorentz qui accélèrent le liquide. Cette action est amplifiée ensuite par l'effet des tensions superficielles qui ont tendance à ramener le fluide vers la zone à grand rayon de courbure. La goutte se détache et est alors transférée vers le bas. Sur la partie droite, le régime CMT. Au LMGC, on étudie les transferts mais plutôt expérimentalement. Vous avez ici au milieu une vidéo de l'évolution des phases liquides et des températures de surface pendant le court-circuit, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a quasiment pas de force de Lorentz. On remarque qu'au cours du court-circuit, la température s'homogénéise rapidement. L'image à droite est celle en fin de court-circuit, sur laquelle, grâce à la détection de contours,
on peut mesurer les pressions induites par les forces de Lorentz et par la tension superficielle. La mesure montre que la tension superficielle couplée à la vitesse de remontée du fil pilote tout le détachement. Remarquez également la géométrie de la partie liquide qui n'est pas tout à fait axisymétrique. On vient d'étudier les physiques lors du transfert du liquide vers le bain. On va étudier maintenant le comportement et la physique du bain liquide lors du dépôt. On essaiera de donner quelques ingrédients qui permettront de relier l'énergie électrique développée par le générateur et la géométrie des cordons. On sait que la géométrie des cordons a un rôle important sur la qualité géométrique des pièces obtenues en WAM. Dans un premier temps, on va étudier la relation qui existe entre les paramètres procédés et la géométrie du dépôt. Pour cela, j'ai repris une étude qui a été réalisée au LMGC où on est venu déposer des cordons sur une tôle d'alliage d'aluminium. On a gardé la vitesse de fil constante et on est venu varier à la fois la vitesse de soudage et le I-boost et le T-boost qui dans le cycle CMT correspondent à l'intensité et à son temps de maintien juste après le court-circuit. Au niveau des dépôts, on remarque que les trois cordons, donc coupés transversalement, sont assimilables à des calottes sphériques. Dans un premier temps, si on étudie à énergie développée constante, c'est-à-dire sur les figures qui sont à gauche, et qu'on fait varier la vitesse de soudage, on remarque que la largeur fondue du substrat est moins importante quand on augmente la vitesse de soudage, ce qui est tout à fait conforme puisqu'on diminue l'énergie linéique. Et dans ce cas-là, on remarque que l'angle de mouillage est supérieur à 90 degrés. Si on travaille maintenant à vitesse de soudage constante et qu'on fait passer le I-boost de 150 A à 5 millisecondes à 135 A à 9,5 millisecondes, alors entre les deux, cela correspond à une augmentation de 40% de l'énergie électrique développée dans le cycle CMT. On voit que le substrat est bien plus fondu sur la figure de droite, donc pour les 40% supérieurs, ce qui mène à un étalement beaucoup plus large et donc à un angle de mouillage plus petit que 90 degrés. On va s'intéresser maintenant aux phénomènes physiques induits au cours du dépôt. Sur la partie de gauche, vous avez la vidéo correspondant à la simulation totalement couplée pour un CMT qui avait été réalisée à l'ERDL pour du 316L. On peut apprécier l'ensemble des physiques, à la fois le transfert, l'alimentation du bain, mais également l'évolution au niveau du plasma en fonction des signaux électriques. C'est spectaculaire et les résultats sont intéressants pour étudier les différents couplages. Mais aujourd'hui, avec les puissances de calcul disponibles, on peut simuler qu'à une petite échelle et sur un temps caractéristique relativement court. Sur la partie droite, vous avez une expérimentation qui a été réalisée au LMGC lors de la phase d'amorçage. Au départ, on va avoir le retour. Au départ, la faible partie fondue dans le substrat entraîne une hauteur importante de la partie liquide. Puis la torche avance et on observe la création du bain liquide. Cette vidéo met en avant le rôle de la fusion du substrat ainsi que le comportement de la surface libre de la partie liquide avec un comportement fortement dynamique mais toujours en équilibre grâce aux fortes tensions superficielles le long de l'interface. Dans la suite, on discutera que suivant la position de soudage et suivant les paramètres de soudage, la gravité peut avoir une grande importance sur le comportement des phases liquides. Pour montrer le rôle de la fusion du substrat qui pourrait être une couche précédente, ainsi que des nombreux paramètres qui peuvent l'influencer, je présente brièvement quelques essais que l'on a réalisés. Donc on s'était mis en régime pulsé, la torche était maintenue fixe et on venait alimenter ce que l'on appelait une macro-goutte et on venait suivre grâce à la détection de contour l'évolution du rayon. Donc parmi tous les essais qu'on a fait, je présente ici uniquement celui où on varie la vitesse fil. Donc en variant la vitesse fil, on modifie également l'énergie développée par le générateur. Et le deuxième type d'essai que l'on avait réalisé, c'était qu'on a modifié la température initiale du substrat.
Donc en définissant un nombre adimensionnel qui prend en compte à la fois la puissance électrique développée dans un cycle, mais également la température entre le liquidus et le substrat, on arrivait à regrouper l'ensemble des essais dans une fonction prenant à la fois ce nombre adimensionnel et le volume normalisé déposé. Alors on voit que pour la vitesse fil, on arrive bien à les regrouper. Par contre, pour les essais avec la température substrat, on voit une légère divergence, mais cette légère divergence est principalement due à la dépendance des paramètres matériaux en fonction de la température. Lors de la fabrication additive, on aurait aimé connaître la géométrie du cordon en fonction des paramètres procédés. Malheureusement, au cours de la fabrication, les conditions thermiques évoluent. En particulier sur un voile mince, les conditions de pampage sont moindres au fur et à mesure de la construction. Cela peut engendrer donc une énergie qui reste plus à l'endroit où on apporte la matière, créant ainsi une fusion beaucoup plus large et ainsi une modification de la hauteur déposée. Donc tout ceci est lié à des physiques complexes et induit des fluctuations importantes. Sur cette photo, on voit très clairement les fluctuations sur les dimensions du dépôt en observant des cercles de tailles différentes. Néanmoins, en mesurant au cours du dépôt en plusieurs endroits sur chaque couche la hauteur, on obtient la courbe qui est à droite. On se rend compte qu'il y a également des fluctuations, mais qu'on peut approcher la hauteur de couche déposée en fonction des paramètres opératoires. Pour le diamètre déposé, par contre, on voit qu'il faut attendre 6 couches pour avoir une longueur stabilisée. Pour terminer sur le dépôt, on va conclure sur quelques commentaires en situation pratique. Tout d'abord, la gravité joue un rôle important sur le comportement du bain. Suivant l'orientation de la torche, on peut assister à des effondrements des parties liquides. Donc le nombre de bondes permet de quantifier l'effet de la gravité par rapport aux tensions de surface, qui, elles, ont tendance à maintenir le bain sous forme de calotte sphérique centrée sur le milieu du bain. Si le nombre de bondes est supérieur à 1, la gravité joue un rôle prépondérant et on risque un effondrement. Pour un acier de construction, le nombre de bondes égal à 1 est atteint pour une distance caractéristique de 4 mm. Pour pallier à ces difficultés, on peut orienter la pièce ou utiliser un verreur pour essayer de garder l'apport d'énergie et de masse le plus vertical possible. Deuxième point, lors de la fabrication de pièces massives, donc là vous avez des trajectoires, donc où on a le dépôt de plusieurs cartons les uns à côté des autres, et où on vient terminer l'extérieur de la pièce massive par un dépôt sous forme de contour. Si on maintient la torche verticale, il se peut que l'arc n'éclaire pas correctement l'endroit où on doit déposer la matière et on n'aura pas fusion partout. Dans ce cas, on va se retrouver avec la possibilité d'avoir des porosités et dans ce cas-là, il vaut mieux orienter la torche pour mieux éclairer la partie où l'on veut effectuer le dépôt. Dernière remarque sur les pièces massives, en général, on met une distance entre deux passages de cordon égale à 0,8 fois la largeur de cordon pour assurer le recouvrement. On a fini avec l'interaction énergie-matière. On va maintenant, une fois que l'on a déposé la matière, s'assurer que la pièce est sûre mécaniquement. On terminera d'ailleurs sur ce dernier point. Au niveau du laboratoire, on travaille dans un cadre d'un projet ANR qui s'appelle Macadam, où on veut caractériser microstructurellement et mécaniquement des pièces obtenues par le procédé WAM. Pour la caractérisation, on a principalement réalisé des voiles minces en 316L et en titane, et au cours de la présentation, je me focaliserai sur le 316L. On passe maintenant à la caractérisation microstructurale de pièces obtenues en WAM. Ici, ce sont des pièces obtenues en 316L. Et on va vouloir observer la relation qui existe avec certains paramètres procédés.
Donc pour cela, 2 murs ont été fabriqués, le mur 2 sur votre partie gauche et le mur 4 sur la partie droite. Le mur 2 a été fabriqué avec une vitesse de soudage 3 fois plus petite que celle utilisée pour le mur 4. Et pour le mur 2, un temps interpasse de 120 secondes a été maintenu entre le dépôt de 2 couches. Les 2 murs ont été réalisés avec un rapport entre la vitesse fil et la vitesse de soudage identique, ce qui fait que la quantité de matière linéique déposée est la même. La vitesse fil est 3 fois plus importante donc pour le mur 4, ce qui va induire une énergie beaucoup plus importante. Le premier fait marquant est la géométrie des 2 éprouvettes. La plus grande énergie linéique combinée pour le mur 4, combinée avec un refroidissement moins important, implique que le mur 4 est beaucoup plus large et donc beaucoup moins haut. Pour cet acier, aucune porosité ni inclusion n'a été observée et les grains obtenus sont principalement colonnaires. Si on regarde les EBSD réalisés dans les murs, on voit que le mur 4, qui a une vitesse de solidification beaucoup plus rapide, est aussi le plus texturé, avec une orientation cristallographique qui domine dans la direction de construction. La croissance compétitive a éliminé les grains orientés défavorablement. Dans le mur 2, la vitesse de solidification est 3 fois plus petite et le gradient beaucoup plus important, ce qui favorise la croissance de grains avec d'autres orientations. On a remarqué à travers d'autres essais que si on modulait les paramètres procédés, on pouvait contrôler les microstructures. En particulier, ces murs-là ont été obtenus en mode CMT classique, mais en créant des pulses d'intensité pendant la phase d'arc, des grains équiaxes ont pu être observés à l'intérieur de la pièce. Donc une fois caractérisé microstructuralement, Christophe Accard, doctorant au LMGC, a caractérisé mécaniquement des pièces obtenues avec le procédé WAM afin d'estimer les caractéristiques mécaniques. Alors il ne faut pas perdre de vue que le procédé WAM donne une surface grossière et qu'il convient d'usiner les pièces pour obtenir les surfaces fonctionnelles. Comme tout autre procédé de fabrication, le procédé WAM induit des structures au comportement orthotrope. Il faut donc réaliser des éprouvettes dans la direction de construction et dans la direction perpendiculaire. Pour nous, ce seront les éprouvettes horizontales ou verticales. Donc, la première étape consiste à réaliser des essais statiques sur ce type d'éprouvette. Des mesures de champ ont été réalisées par Christophe et des collègues du laboratoire qui permettent d'obtenir le comportement localement. On peut alors tracer les courbes contraintes déformation qui montrent un comportement beaucoup plus hétérogène dans la direction horizontale que dans la direction verticale. Néanmoins, pour l'ensemble des points choisis, on remarque un comportement ductile assez marqué avec des déformations supérieures à 20%. On remarque pour l'échantillon horizontal de multiples strictions et aujourd'hui une étude est en cours pour expliquer ce phénomène et savoir s'il vient d'une fluctuation de la thermique ou si cela vient d'une microstructure différente. Christophe a également réalisé des traitements thermiques sur certains de ces murs et en général, la limite élastique est égale, voire supérieure aux matériaux de base. En ce moment, il caractérise le comportement à fatigue des pièces obtenues par ce procédé. Pour conclure sur l'intégrité des pièces fabriquées en WAM, on a vu que le WAM créait de fortes distorsions et des contraintes résiduelles importantes qui pouvaient nuire à la tenue en service des pièces fabriquées. Donc je reprends quelques résultats sur les contraintes résiduelles développées dans la thèse de Camille Cambon au LMGC, où le but était d'apprécier la genèse des contraintes résiduelles lors d'une opération de fabrication additive. Alors on sait que les contraintes résiduelles sont générées dans une opération de soudage par le couplage entre la dilatation elle-même pilotée par la thermique du procédé et la plasticité à l'intérieur du matériau. Et on va regarder, dans le cas d'une expérience académique, comment s'organisent
ces différents phénomènes pour prédire les contraintes résiduelles. La première étape consiste en une expérience académique où on vient superposer plusieurs couches et mesurer un certain nombre de grandeurs physiques, ici des thermocouples et ici un déplacement, pour ensuite comparer le modèle que l'on va réaliser. Donc ici c'est une simulation pour la prédiction des contraintes résiduelles, où on vient coupler une simulation thermique du procédé avec une simulation mécanique non linéaire nourrie par le champ thermique obtenu avec le procédé. À la fin du procédé, le long de cet axe, on est capable d'avoir les contraintes dans la direction X et que l'on vient comparer avec des mesures qui ont été effectuées à l'ILL par diffraction de neutrons, et on remarque une bonne correspondance, ce qui semble valider un certain nombre d'ingrédients mis dans le modèle, et surtout qui nous permet d'envisager, de proposer au niveau du procédé des pistes pour modifier le séquencement des passes et ainsi éventuellement diminuer les contraintes résiduelles. Donc pour conclure, je vais revenir sur les problématiques scientifiques qu'on a abordées au cours de cette présentation. Tout d'abord des problématiques liées aux matériaux, et en particulier sur le lien qu'il y a entre la solidification et les microstructures obtenues. Ensuite sur l'interaction énergie-matière et l'influence que ça peut avoir au niveau de la physique du dépôt. Et le dernier point sur la mécanique du solide et l'estimation des contraintes résiduelles par rapport à la tenue mécanique. Alors évidemment, ces trois disciplines sont liées entre elles. Le problème est fortement multidisciplinaire, et pour résoudre certains verrous scientifiques, cela nécessite des collaborations. Alors, en plus de ces problématiques scientifiques, il y a un certain nombre de problématiques appliquées, puisqu'il n'y a pas vraiment d'outils commerciaux. Il faut bien souvent développer ces outils pour pouvoir réaliser des géométries complexes, comme ce manche de joystick par exemple. Mais je vous remercie pour votre attention.